Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence managériale. Vous étiez très nombreux la semaine dernière pour venir écouter Jean-Michel Hued et Suzanne Lippmann parler de nouveaux visages du coaching, comment le coaching s'intègre dans les organisations, comment elle devient une fonction clé du dirigeant et quelles sont les différentes formes qu'il peut prendre. Je vous suggère de retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Aujourd'hui, on va continuer cette discussion et on va voir comment un leader, avec des exemples très concrets, peuvent impacter leur environnement et bien sûr pour le bien commun. Et pour ça, on a l'immense plaisir d'accueillir Marie-Christine Villagordo. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Ravi de vous accueillir aujourd'hui. Peut-être qu'on peut commencer par un portrait de vous, Paul-Henri. Très bien. Alors, on va commencer par expliquer que Marie-Christine Villagordo est une passionnée de psychologie appliquée, du coaching d'impact et de psychologie humaniste, en particulier la Gestalt thérapie. Vous avez dirigé l'innovation de la stratégie d'accompagnement managérial chez Orange avant de fonder Human Exponentiel, une structure dédiée à la facilitation en intelligence collective. À travers ce projet, vous avez accompagné de nombreuses organisations dans la création de laboratoires d'innovation managériale, explorant de nouvelles manières de travailler, de coopérer et de faire émerger les talents. Votre parcours est aussi marqué par une forte dimension de recherche. Vous avez étudié les signaux faibles de transformation de nos sociétés, aux côtés du sociologue Alain de Vulpian, dont les travaux ont été récompensés par le prix de l'Académie française pour l'ouvrage En marche vers une nouvelle humanité. Plus récemment, avec Earth Leadership University, vous avez contribué à une recherche-action sur le leadership contributif, explorant la manière dont les dirigeants peuvent incarner une économie plus responsable et plus inclusive. Vous êtes également membre du comité de mission de Janus France, qui est une entreprise engagée dans l'entretien et la rénovation patrimoine bâti, et du comité éthique de l'association Benvivo, qui est une association engagée qui œuvre pour un monde plus bienveillant en entreprise, ce qui illustre votre engagement en faveur d'un management éthique et bienveillant. Dans votre ouvrage, La métamorphose humaniste en marche, publié en 2025, vous donnez la parole à des dirigeants pionniers qui, par leur vision et leur courage, redéfinissent le rôle de l'entreprise dans la société. Ce livre incarne votre conviction qu'une nouvelle ère s'ouvre, celle d'un leadership humaniste qui transforme en profondeur nos façons de diriger et de collaborer. Christine, quel parcours à la fois opérationnel et recherche. Vous êtes une intellectuelle et là, vous rentrez dans le concret du quotidien de dirigeants, d'influenceurs, avec des rencontres très personnelles, puisque chaque portrait commence en général par des questions sur leur histoire, sur leurs grands-parents, leurs parents, ce qui rend le récit tout à fait passionnant et qui met en perspective le côté de la transmission, qui est un des messages clés sur la métamorphose humaniste et en marche. Je voudrais commencer par vous nous expliquer la différence entre une métamorphose et une transformation. Parce qu'on parle beaucoup de transformation, on invite beaucoup de chefs d'entreprise dans ces masterclass autour de la transformation de leurs organisations. Alors bien sûr, transformation durable. On a accueilli Sylvie Bénard il y a quelques temps, qui a accompagné la transformation durable du groupe LVMH. On a accompagné l'exécutif vice-président de Michelin en charge du développement durable et de la marque et de la communication. C'est quoi la différence entre une métamorphose et une transformation? Parce que votre ouvrage s'appelle La métamorphose humaniste, pas la transformation humaniste. Alors, la métamorphose, c'est un mot qui est emprunté à la biologie. La chenille, dans la chrysaline, va avoir une vraie révolution. Il y a des organes qui vont disparaître, il y en a d'autres qui vont se transformer, et il y en a d'autres qui vont apparaître. Et donc, la chenille va devenir papillon. Donc, c'est vraiment une transformation en profondeur. C'est-à-dire qu'une fois que la métamorphose est faite, il est très difficile de revenir chenille. D'accord ? Donc là, c'est vraiment une transformation en profondeur. Cette transformation en profondeur appelle un bouleversement cognitif. C'est-à-dire comment je vais désapprendre ce que je sais
pour apprendre de nouvelles choses. Donc on le voit, beaucoup de dirigeants finalement, par rapport au dérèglement climatique, eh bien finalement, quand ils ont la connaissance scientifique, se disent « oui, eh bien, je ne peux plus faire comme avant ». Donc comment est-ce que je dois faire ? À partir de ce que j'ai appris, qu'est-ce que je dois faire ? Ensuite, il y a un bouleversement comportemental. C'est-à-dire que dans une entreprise qui fait des changements ou des transformations, comme disait Gregory Bateson, c'est-à-dire de type 1, c'est-à-dire je désire faire quelque chose, mais finalement je reste avec le raisonnement qui est rationnel, linéaire. Donc là, on voit bien que c'est un changement de mindset, c'est-à-dire je m'ouvre aux autres. Je m'ouvre au regard des autres. Dans un système, chacun, de par là où il est placé, a une vision du système. Et quand il agit en fonction de cette vision et aussi en fonction des objectifs professionnels qu'il a, mais aussi des objectifs personnels à l'intérieur de l'entreprise. Qu'est-ce qui drive finalement ses envies ? Est-ce que c'est le changement de métier ? Est-ce que c'est une promotion ? Tout ça. Et donc, globalement, quand le dirigeant a un comportement différent en s'intéressant à chacun, eh bien tout bonnement, il laisse la singularité et la subjectivité de chacun de s'exprimer. C'est-à-dire que globalement, chacun de l'endroit où il se trouve, quand il écoute la façon dont il voit le système, etc., eh bien notre chef d'entreprise, par ce comportement d'écoute et d'ouverture au dialogue, finalement, va avoir une vision, va mieux appréhender le système, comment il fonctionne avec ses blocages. Et donc, ce bouleversement cognitif allié à un bouleversement comportemental, c'est-à-dire l'attitude du dirigeant, va engendrer un bouleversement culturel. Et donc là, on voit vraiment que c'est une métamorphose. Alors, une métamorphose, je vais le traduire plutôt, c'est vraiment une transformation en profondeur. Une transformation en profondeur. Voilà. Finalement, votre livre, il part d'un constat que la théorie du colibri, c'est bien, hein, c'est cette, je crois qu'elle est fausse, histoire américaine-indienne qui dit qu'il y a un petit colibri qui, dans un feu, va chercher de l'eau et puis essaye d'éteindre le feu de forêt avec quelques petites gouttes. Voilà, et puis les autres animaux disent « mais qu'est-ce que tu fais ?» Et le petit colibri dit « moi je fais ma part ». Finalement, ce livre, il part peut-être du principe que seul, en tant qu'individu, on a un champ d'action assez limité et que l'entreprise peut jouer un rôle clé dans la transformation de nos sociétés parce qu'on a des structures d'organisation qui sont indépendantes des processus démocratiques ou non démocratiques et donc qui peuvent vraiment faire avancer les choses. Est-ce que c'est ça le pari de ce livre, c'est de dire l'entreprise est au cœur de la transformation de notre société ou de la métamorphose de notre société ? Alors, mon ami Emery Jacquia le dit ça. Il dit qui mieux que les entreprises, et ça s'est vu au fil de l'histoire, finalement, ont changé le monde. Par rapport au colibri, c'est une belle citation. Et effectivement, ça permet à dire que chacun peut s'engager pour faire quelque chose, même si ça n'aura pas les effets escomptés que le fait d'embarquer plus de personnes, c'est sûr. Mais une attitude peut changer quand même les choses. Alors, il y a Philippe Ziberzan qui a écrit un bouquin qui s'appelle Effectuation. Lui, il démontre cette théorie du colibri. Il dit le colibri, finalement, il ne sert à rien parce que cette petite goutte, ça ne va jamais éteindre l'incendie. Et il énonce ces 3 principes dans son bouquin Effectuation. C'est 1, faire avec ce qu'on a sous la main et avec qui on est, donc être humble dans son action. Là, ça rejoint le colibri. Mais faire petit, mais faire vraiment. Et puis, le 3e principe qui est vraiment clé, c'est faire avec les autres. Et là, on retrouve un des principes clés, une des clés qu'on retrouve dans tous ces témoignages, c'est faire avec les autres. Peut-être qu'on va commencer par le premier de ces témoignages, Emery Jacquia. Emery Jacquia, c'est le fondateur de Matelsom, très belle success story dans la distribution de matelas par Internet. Et puis en 2009, la CAMIF, qui est une coopérative de distribution issue de l'éducation nationale ou très, très proche de l'éducation nationale. Qui a été créée pour les instituteurs au sein de la MAIF. Au sein de la MAIF, voilà.
Et la CAMIF est en quasi faillite en 2009, et il reprend la CAMIF et il la remonte. Et alors je voudrais peut-être adresser un premier sujet qui est la transformation. Elle nécessite de sortir de son cadre. Et Emery Jacquia raconte que l'influence de ses parents, et notamment de sa mère, qui était une artiste, et ça l'a beaucoup influencé dans son mode de management. Et il invite Anne-Laure Maison, une artiste à domicile dans son entreprise, pour aider les collaborateurs à avoir un regard différent sur eux. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette perspective assez passionnante qui nous aide à prendre du recul, à se décentrer pour accompagner une transformation? Alors, effectivement, les univers décalés. Donc un séminaire classique où on va travailler avec des méthodes style post-it, style traditionnel, où on va poser une question et puis les groupes autour d'une table vont travailler et faire des propositions. On se trouve dans une démarche qui est classique. Et l'être humain est un être humain dont l'imagination est fertile la plupart du temps. Donc, dès qu'on décentre, comme vous dites bien, c'est-à-dire dès qu'on met les personnes dans un univers décalé, notamment l'art, si on regarde bien au travers de l'histoire, qu'on regarde que ce soit la peinture, que ce soit la musique, la bande dessinée, etc., on voit toujours, ils ont un regard et une sensibilité qui va décrypter finalement, pas le futur, mais qui va décrypter certains éléments qui vont arriver dans l'avenir. Hergé, Tintin sur la Lune, bref. Donc, il y a cet imaginaire. Et dès qu'on travaille en univers décalé, Emery ne savait pas ce que ça allait donner. Emery explique, finalement, quand il est arrivé, casser les murs, etc., pour mettre de l'espace, c'était facile. Mais quand il a voulu, finalement, expliquer ce qu'il souhaitait faire, eh bien, à l'intérieur de l'entreprise, le niveau de maturité des personnes n'était pas tous identiques pour le suivre. Donc la difficulté face aux croyances qu'ont les gens, aux peurs aussi. Aux peurs, on est des êtres qui sont, conditionnés par l'environnement culturel dans lequel on évolue. Donc on n'a pas forcément la capacité de dépasser, de douter finalement de ce qu'on nous inculte et de nous poser les questions. Donc, Emery a fait le pari, comme c'était difficile, il a fait le pari, son frère lui a proposé une artiste qui est venue, Anne-Laure, et donc Anne-Laure est arrivée dans l'entreprise et elle avait carte blanche. Parce que Emery est une personne qui, par définition, fait confiance. Donc, elle avait carte blanche et elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas quoi faire et en observant les personnes dans les bureaux, elle a vu qu'un bureau occupé par une personne, le bureau d'à côté occupé par une autre personne, les gens s'envoyaient des mails. Ils n'avaient pas l'idée, finalement, de se lever, d'aller voir l'autre personne à côté. Donc Anne-Laure, en voyant ça, était très surprise. Et dès que quelqu'un se levait, elle mettait un ruban rose entre les deux bureaux. Et donc, ils ont pris la conscience, finalement, que par la relation, eh bien, finalement, les choses allaient beaucoup mieux, par et dans la relation. Et c'est là où je vais citer un monsieur qui s'appelle Gaston Bachelard. Gaston Bachelard disait « L'homme croit qu'il fait », alors l'homme évidemment avec un grand H, mais il faut remettre Gaston Bachelard dans son siècle, « L'homme croit qu'il fait la relation ». C'est la relation qui fait l'homme. Et donc, Anne-Laure, en montrant finalement ces liens d'interaction, eh bien, a permis finalement aux gens de voir qu'ils n'étaient pas en communication. Et donc, elle a réintroduit le dialogue et la communication. Et ce qui est fondamental dans la métamorphose, c'est vraiment cette notion de dialogue. Alors, très très souvent, le dialogue appelle la confrontation. Et la confrontation, c'est un mot qui perd de sa substance dans le quotidien. Parce que qui dit confrontation dit dispute, dit on n'est pas d'accord, donc je vais t'expliquer mon point de vue pour te convaincre. Alors que quand on est dans la confrontation, c'est ok, vous avez un point de vue, j'ai le mien. Mais par l'écoute,
Et le questionnement, c'est comment on va cheminer ensemble, même si on n'a pas des points de vue, si on peut avoir des points de vue antinomiques. Mais c'est comment, en s'écoutant et en se respectant dans le dialogue, ce que Edgar Morin appelle la dialogie, la confrontation des points de vue, eh bien c'est comment on va pouvoir cheminer ensemble. Donc là, ce qu'a démontré Anne-Laure chez Emery, c'est tout bonnement que le dialogue, la communication était fondamentale pour se comprendre et réussir ensemble. Il y a un deuxième sujet qui est très important et très cher aux yeux d'Emery Jacquiat, c'est la notion de mouvement. Je le cite, « Un PDG est un prof de gym. Il est important de bouger et de faire bouger tout le temps, tout le monde. Sans cela, l'organisation risque de stagner et de mourir. » Finalement, ce décentrage que l'art permet, cette prise de conscience, c'est pour mettre en mouvement l'organisation ? C'est pour mettre en mouvement l'organisation. Et dans ce livre-là, il y a un monsieur qui s'appelle Luc Bélière, qui est un industriel d'une PMI, Sofracer. Il explique qu'il faut faire des changements, mais des petits changements ponctuels, habituer les personnes à changer progressivement. Parce que quand on fait, comme dans certaines entreprises, des grandes ruptures, les gens sont perdus. Pourquoi ? Parce qu'ils perdent leurs repères d'un seul coup. Perdre les repères, l'être humain a un réflexe de protection parce qu'il a peur, il se crispe, et à ce moment-là, il n'a pas du tout envie de faire ce qui est proposé. Alors que Luc, comme Emery, disent c'est comment, au quotidien, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et en fonction finalement de l'envie du dirigeant, c'est-à-dire là où il veut aller, eh bien, qu'est-ce qu'on va modifier ? Et donc, c'est une mise en mouvement constante, mais de petits pas. C'est-à-dire les grands écarts, non, ça ne marche pas. Parce qu'on peut se blesser si on fait un grand écart sans échauffement. Oui, et puis c'est violent pour les personnes. Exactement. Il y a une notion qui est importante aussi pour Emery. Il a cofondé, je crois, le comité des entreprises à mission. C'est ça. Le fait de pouvoir réfléchir ensemble, c'est aussi un enjeu clé pour des entreprises qui veulent se transformer, aller dans la même direction et pousser la société dans la même direction. Oui, tout à fait. Donc, Emery est rentré dans un laboratoire, le laboratoire de Armand Axuel. Alors, je ne me souviens plus de l'université, donc ça c'est embêtant. Bref, et donc avec Blanche Secrestin, ils étaient en train de travailler sur la notion de pas entreprise à mission, mais travailler sur l'objectif de l'entreprise. D'accord ? Pour la bonne et unique raison, c'est que dans la loi française, qui est la loi du 1883, de mémoire, l'entreprise est un acteur pour faire du profit. Et donc, c'était comment, finalement, on va changer cette représentation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de profit, mais c'est comment on va intégrer d'autres notions. Et c'est là qu'ils ont travaillé en laboratoire pour faire germer l'entreprise à mission. Donc, qui a ensuite été formalisé par la loi Pacte. Exactement. Donc il y a eu tout un travail, et ce que dit Armand, c'est que Emery, ça ne lui faisait pas peur. C'est-à-dire que les notions qui étaient mises en place, il allait les tester sur le terrain dans son entreprise. Donc il y avait une recherche-action, donc les chercheurs dans le laboratoire, et puis Emery derrière, qui expérimentait dans son entreprise ce qui avait été conçu en laboratoire pour arriver à faire émerger justement tout ce qui était entreprise à mission et ensuite la loi Pacte. Dont on est très content parce que Incentive que je représente est une entreprise à mission depuis cette année. Voilà. Deuxième témoin, Thomas Huriez, qui a fondé une marque de jeans fabriquée en France, s'appelle 1083. Lui, il part du constat suivant.
Il dit finalement, j'ai des jeans qui sont vendus chez H&M à 20 euros et qui coûtent 10 euros à fabriquer, et puis j'ai les mêmes jeans qui sont vendus par Levi's à 120 euros. Et donc finalement, les marques sont capables de générer des marges très importantes par rapport au coût de fabrication. Et donc moi, je vais profiter de cet espace finalement pour relocaliser la fabrication en France avec des coûts autour de 40 euros. Mais si j'arrive à vendre à 120 euros, finalement, je garde une marge qui me permet de vivre, qui me permet de développer mon entreprise. Cette notion de partage de la valeur, elle est aussi assez clé dans cette réflexion de métamorphose humaniste en marche. Là, c'est un partage de la valeur, pas avec les collaborateurs comme au sein d'une COP, mais au sein de l'écosystème local français. Alors, ce que souhaite, et ce qu'il fait très bien, ce que fait Thomas, c'est il veut démontrer surtout que fabriquer en France, c'est possible. C'est possible et il veut démontrer quelque chose. Alors, je ne sais pas s'il le dirait de cette façon, mais on a perdu quelque chose. On a perdu la notion de la valeur de ce que l'on achète. Avec la consommation à outrance, on voit des produits qui sont vendus à des prix qui défient toute concurrence tellement ils sont bas. Mais derrière, il y a du travail humain, et donc les personnes sont payées comment, etc. Donc Thomas veut démontrer qu'on peut produire, en France notamment, donc en réindustrialisant, premièrement, et que finalement la production peut donner des prix effectivement pas bradés, mais qui représentent la valeur du travail et de la matière première achetée. Donc son modèle d'entreprise est comment finalement je vais réintroduire en France ce qui est le tissage du denim, parce que on tisse, alors le denim c'est la matière du jean, donc en France on ne tissait plus du denim, donc il a trouvé un atelier qui a accepté les ateliers Charlieu de mémoire avec Éric Boel, qui a accepté de regarder comment on pouvait reprogrammer les machines pour tisser finalement du denim, mais sur des quantités assez faibles, parce que Thomas au départ ne savait pas si ça allait prendre ou pas. Et donc avec ces éléments-là, la matière première, le coût de fabrication, etc., c'est comment finalement je fais les choses de façon à ce que mon entreprise soit florissante, mais pas aux dépens des producteurs, où j'achète la matière, de ceux qui font et qui tissent la matière. Donc c'est comment je réintègre dans la chaîne de valeur dans la chaîne de production, la valeur des éléments. C'est ça que Thomas veut démontrer. Et parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez tenue, chaîne, vous vous posez une question quand même. Qu'est-ce qui se passe quand j'achète quelque chose qui vaut 2-3 euros? Alors d'une part, en termes de qualité, c'est vraiment une question. Ensuite, mais en termes social, qui est-ce qui travaille derrière? Il y a obligatoirement des gens qui travaillent. Bien, comment sont-ils payés et dans quel milieu ils sont, c'est-à-dire en termes de protection dans les usines, etc. Donc Thomas cite ce qui s'est passé en Inde, c'est-à-dire un atelier qui s'effondre sur les personnes et qui fait des centaines de morts. Donc on est touché quand on l'entend à la télévision, mais comme c'est loin, on passe à autre chose. Le sujet suivant que j'aimerais aborder avec vous, Marie-Christine, c'est le sujet de la communication. Oui. Alors en France, on était précurseurs, il y a eu le Grenelle de l'environnement avec Nicolas Hulot, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui n'a pas donné grand-chose, mais le Grenelle 2 a donné l'obligation aux grandes entreprises de publier un rapport RSE, qui était l'ancêtre de la CSRD, qui était votée au niveau européen. Dans cet effort, c'est beaucoup de com', et certains critiquent le fait que derrière cette communication, derrière ces rapports, il y a souvent peu de matière.
Vous faites intervenir, enfin vous êtes allé interviewer une spécialiste du sujet qui s'appelle Céline Poufardiachvili, qui dirige une agence de RP qui s'appelle Look Sharp, qui est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises à mission ou des entreprises qui s'engagent. Comment est-ce que, en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise, on échappe à cette injonction de communication qui parfois fait déraper et fait oublier l'essentiel qui est la métamorphose, et on se focalise plus sur un grand coup de peinture vert sur l'aventure? Alors, ça, c'est le problème de l'intention du dirigeant. L'intention est-elle sincère ou n'est-elle pas sincère? Donc, dans le livre et dans le premier bouquin, j'ai appelé les dirigeants dégénératifs, c'est-à-dire des personnes qui ont un désir. Je vous donne un exemple d'entreprise que je vais dire traditionnelle. Je veux, comment ça s'appelle, être le meilleur de mon secteur. Je veux être le premier de mon secteur d'activité. Donc là, on voit que c'est un objectif. Les génératifs n'ont pas d'objectif en soi de prime abord. Ils ont des objectifs après. Mais ils ont une intention. L'intention, je vais vous donner Olivier Romoissonnet dans le premier livre, qui dit « Je veux réinventer l'industrie ». Une personne comme Guillaume Desnaux dit « Je veux réparer la société là où elle est faible, là où elle a des manquements ». Donc on voit cette intention, ce que j'ai appelé le désir génératif, en m'appuyant sur la théorie d'Erik Erikson, qui est un psychologue. Et donc là, ces personnes-là, elles sont sincères. Donc quand elles commencent, elles posent leur désir et ensuite elles travaillent sur le comment, finalement, on va construire le chemin pas à pas. Donc ça, c'est des dirigeants qui sont en métamorphose et qui métamorphosent leur entreprise. Après, on ne pourra pas, on est dans la société, donc évidemment, il y a toutes les représentations de typologies de personnes. Et ce qui se passe, c'est dans le premier livre, eh bien, il y avait des personnes qui donnaient une intention très noble, globalement, mais ensuite, le mindset ne change pas. C'est-à-dire que globalement, on reste dans les objectifs court terme, etc. Donc, ce mouvement-là a été identifié, ça s'appelle du greenwashing, d'accord? Donc, effectivement, des entreprises se mettent entreprises à mission, Bicorp, etc. Après, avec quelle sincérité elles le font, avec quelle cohérence elles le font par rapport à l'intention. Il peut y avoir de la cohérence comme il peut y avoir de l'incohérence. Une chose quand même à la décharge des chefs d'entreprise, la métamorphose, c'est un chemin qui est difficile, c'est un process qui est quand même très difficile à enclencher dans l'époque dans laquelle nous nous trouvons avec toutes les crises. Donc il faut aussi être indulgent parce que c'est ce qu'Alain de Vulpian appelait du tâtonnement. C'est-à-dire comment j'essaie, j'expérimente, je vois ce que ça donne et comment j'avance. Véronique Mercier de Sodebo, dans le premier livre, l'explique très très bien. Elle dit on tâtonne. Donc on ne déploie pas sur toute l'entreprise, on voit sur certaines filières pour faire des tests, de façon à voir, parce qu'il y a un équilibre à trouver pour la santé économique de l'entreprise. Donc la santé économique de l'entreprise sur le long terme, donc ces chefs d'entreprise génératifs, donc qui métamorphosent leur entreprise, ils voient l'entreprise d'un point de vue de sa santé économique sur le court, le moyen et le long terme. Donc ensuite, quand il y a des incohérences, on va dire, entre le discours, la stratégie et la réalité terrain, eh bien, on se retrouve souvent sur du court terme et puis une difficulté à passer outre finalement le court terme. Alors, Marie-Christine, je vais vous challenger un peu. Quand on est petite chenille et qu'on voit un papillon, on se dit la transformation, elle ne doit pas être simple. Parce que je me regarde, j'ai une petite chenille avec des poils, et là je vois un grand papillon avec des ailes, et ça fait peur. Et je trouve que dans la société, c'est un des blocages. C'est qu'on a l'impression souvent
que pour bien faire, il faut être radical. Il faut tout casser. Et heureusement, il y a des mouvements qui poussent cette idée-là. Mais donc, ça fait peur. Et quand on est chef d'entreprise, dire « vous allez devenir un papillon » à ses collaborateurs, ça peut, ce que vous décriviez très bien tout à l'heure, ça peut les bloquer, ça peut les scléroser avec un réflexe naturel de repli sur soi. Donc, comment, en tant que dirigeant, on devient un dirigeant génératif, sans faire peur, sans bloquer, sans cristalliser toute son organisation autour de cette transformation qui paraît quasiment impossible? Alors, d'une part, bon, ça c'est vu dans le passé, les dirigeants qui ont essayé de faire des révolutions, c'est-à-dire de renverser la table, certains ont peut-être réussi, je n'en connais pas, mais globalement c'est difficile. Ça doit être difficile parce que ça fait perdre les repères, ce que je disais, à beaucoup. Et dans la perte de repères, il y a une crispation, il y a des peurs qui apparaissent, et donc c'est difficile. La métamorphose, c'est vraiment du pas à pas. Du pas à pas, il n'y a pas de recette miracle, malheureusement, et c'est vraiment à partir d'une intention du dirigeant. Et là, on introduit ce qu'on appelle le débat ouvert, c'est-à-dire un dialogue. C'est-à-dire que le dirigeant va se confronter à son comité de direction, à ses salariés, et entrer en dialogue. De façon, quelle est la maturité du corps social, c'est-à-dire quelle est la maturité finalement des salariés dans l'entreprise, que ce soit des managers ou des non-managers. Et en fonction de leur maturité, c'est comment, en les comprenant, finalement, je vais me faire comprendre. Ce qui ne veut pas dire que je suis béni ou oui, mais ça veut dire, en me mettant dans leur compréhension, dans leur niveau de compréhension, je vais parler leur langage pour démontrer finalement les impacts, de façon à accroître la prise de conscience et la maturité par rapport à l'objectif, alors moi je n'appelle pas ça l'objectif, par rapport à l'intention que se donne le dirigeant. Donc c'est beaucoup de dialogue, beaucoup d'espaces ouverts, de débats et de confrontation. Je crois qu'aujourd'hui, sans la communication, il est difficile de transformer l'entreprise. Alors, dans l'étude que j'ai faite pour HLU, il y a 3 typologies de dirigeants, le stratégique, le visionnaire et le génératif. Le stratégique, il a son intention, mais il fonce. Il fonce, donc, il déroule ce qu'il a envie de faire. Donc, l'entreprise, à l'intérieur, ça bouillonne, il y a des frustrations, il y a des colères, il y a des gens qui avancent, il y a des gens qui refusent. Après, le visionnaire, c'est celui qui a son intention, qui commence le dialogue, mais qui a des peurs, donc des blocages, parce qu'en règle générale, quand il y a cette transformation en profondeur, l'entreprise, souvent, est en bonne santé. Donc, une peur, finalement, en changeant, de perdre cette dynamique business. Donc, il tâtonne. Et puis après, il y a le génératif qui, lui, est toujours dans une ouverture par rapport au dialogue. Je reprends l'exemple de Luc Bélière, qui est dans le livre de Sophrasser. À un moment donné, donc il sera dans le 3e livre avec tout son parcours, il me dit « Marie-Christine, je suis dans mon bureau, je prends une décision. Je suis mal à l'aise avec cette décision. Je ne suis pas bien corporellement, c'est pas bon. Je vais voir les ouvriers dans l'atelier et je leur explique la décision que je suis en train de prendre. Et là, les ouvriers ne sont pas en phase. Et lui démontre les impacts de sa décision sur l'atelier. Et Luc, en dialoguant avec eux, retourne dans son bureau en étant calme et en ayant modifié sa décision. Donc, globalement, la communication, et c'est ce que Armand Rosa appelle la résonance, c'est-à-dire comment je suis ouvert à ce qui se passe, comment je suis ouvert à mes sensations pour me dire, tiens, là, c'est marrant, je ne suis pas à l'aise. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce que je suis en train de faire? Emery le dit. À un moment donné, tous les ans, il faut faire les entretiens annuels, les évaluations, ça me pompe.
j'ai, l'énergie très basse. Et donc, il décide d'aller voir son DRH en disant « je ne peux plus faire les entretiens comme ça ». Donc, on va aller se balader le long de la Sèvre pour une discussion. Et son DRH lui dit « c'est pas possible ». C'est pas possible parce qu'il y a une structure d'entretien, il faut être en face à face. Donc Emery lui dit « je suis OK avec ce que tu me dis. Donc moi je te fais la proposition qu'on aille se balader tous les deux le long de la Cèdre, pardon. Je suis pas sûre que ce soit la Cèdre, mais enfin bref. Bon, le long de la rivière à Niort. Et ensuite, si tu me dis que c'est pas possible, etc., je réfléchirai à une autre façon de faire. » Et quand ils sont revenus, les RH ont dit c'est une excellente idée. Donc c'est comment je suis ouvert dans la communication à l'autre, comment je l'écoute en prenant son avis, qui est important, parce que sa vision à un instant T, eh bien, elle est juste pour la personne. Et moi, ma vision, elle est différente. Et c'est comment, finalement, on va travailler avec ces visions différentes, et ça passe par la communication. Et c'est ce que Edgar Morin appelle la dialogie, c'est-à-dire comment on se confronte à des points de vue différents. Et là, on intègre finalement la dimension humaine, qui est la singularité, par la subjectivité de chacun. Ce qui permet d'arriver à l'émergence de l'intersubjectivité, qui est vraiment le processus relationnel où chacun, sans sa différence, apporte finalement son point de vue et, par la résonance avec les autres, crée un monde commun. Alors, je retourne à Céline Pouffardichvili de Look Sharp. Donc elle dirige cette agence de RP spécialisée dans les organisations qui se transforment. Et elle dit quelque chose, elle dit mais finalement, moi, je fais partie du système. On est dans ce moment fort et violent où de nombreuses personnes continuent à alimenter le système tout en souffrant. Et finalement, est-ce qu'il faut accepter cette ambiguïté ? Est-ce qu'il faut rester humble, ce qu'elle suggère ? Ou est-ce qu'il faut au contraire devenir un peu plus dirigeant visionnaire pour pousser l'enveloppe de l'existant et donner de la perspective aux équipes? Comment on trouve cet équilibre entre humilité, je fais partie du système et je ne peux pas sortir du système du jour au lendemain, et ambition, vision? Alors, dans le cas de Céline, mais je crois aussi que c'est tous ceux qui essaient vraiment la métamorphose, qui se mettent en condition de faire émerger la métamorphose, soit dans les secteurs, soit dans leur entreprise, c'est qu'ils sont portés par des convictions fortes, et qu'ils sont vraiment à l'écoute de leur environnement pour accepter certaines choses et renoncer à d'autres choses. Dans le cas de Céline, elle renonce à certains clients, parce que déontologiquement, ses convictions et sa force de caractère font que, globalement, elle ne peut pas travailler avec certains clients. Et les autres entreprises, quand elles sont avec les parties prenantes, que sont les fournisseurs, les clients, elles se posent la même question. Est-ce que je renonce à certains fournisseurs ou pas ? Ce sont des questions de fond, ça. Ce sont des questions de fond. Alors, ce sont des gens très courageux. Parce qu'ils osent faire une chose, c'est-à-dire le pas de côté. Le pas de côté pour faire différemment. Et donc, ils sont dans un travail de construction par rapport au pas de côté qu'ils sont en train de faire. Et donc, Earth Leadership, là, où j'ai fait la dernière étude pour eux, il dit c'est le courage et l'empathie. Et je pense que sans courage, parce que quand on regarde, que ce soit dans le premier livre ou dans le deuxième livre, ils sont tous courageux. C'est-à-dire qu'ils osent. Nous sommes des êtres humains bioculturels. C'est-à-dire que, globalement, on se construit dans et par la société, dans l'environnement dans lequel on vit. Donc, la société, avec ses valeurs, avec ses croyances, on est empreint de ça. D'accord ? Donc, comment on sort des déterminismes de la société qui, aujourd'hui, face aux nombreuses crises, finalement, notre façon de penser
avec une rationalité. Je ne sais pas si je dois dire une rationalité, c'est pas le bon mot. Je pense avec cette dualité que l'on a quand on regarde les choses, c'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est pas bon au niveau des objectifs. Sortir de là, c'est difficile. Donc c'est comment je déporte mon regard pour faire différemment. Donc c'est des gens qui sont courageux parce que c'est ce qu'ils font, ils font le pas de côté. Et ensuite, donc au niveau d'HLU, il parle d'empathie, c'est-à-dire comment je m'intéresse à l'autre. Et quand dans les deux bouquins, finalement, c'est des gens qui sont naturellement empathiques. Et l'altérité est vraiment une de leurs valeurs profondes. Dans chacun des portraits, il y a un chapitre qui s'appelle Bifurcation. Oui. Bifurcation, ça me fait penser à ce film Sliding Doors, où il y a il y a deux scénarios dans le film. Je monte dans le wagon du train, et puis j'ai une aventure, et puis je suis bloqué, j'arrive justement à la fermeture, et puis ma vie prend un sens complètement différent. Est-ce qu'il y a vraiment, à votre avis, est-ce qu'on est à la croisée des chemins? Est-ce que pour chaque dirigeant, il y a effectivement cette bifurcation entre le chemin de droite et le chemin de gauche? Alors, la bifurcation, je ne l'ai pas tout à fait définie comme ça. Je me suis appuyée sur les travaux d'Alain de Vulpian, donc je rends à César ce qui est à César. Donc Alain expliquait qu'il y avait le courant traditionnel, c'est-à-dire la culture ambiante dans laquelle nous vivons. Et donc, c'est une ligne. Et puis, avec les signaux faibles et les tendances lourdes, on voit une autre direction apparaître, qui vient heurter finalement la direction actuelle. Naturelle. Voilà, la direction culturelle actuelle, qui vient la percuter. Alors, est-ce que cette montée de signaux faibles et de tendances lourdes, de dirigeants qui ont un autre mindset, c'est-à-dire qui ont vraiment un autre état d'esprit, avec une autre intention, est-ce que finalement ils vont être en capacité de pousser finalement la tradition? Je ne sais pas. Alors, dans le livre, il y en a qui sont optimistes en disant que oui, il y a un mouvement qui est enclenché et que, oui, il y en a qui ont des doutes quand même. Il y en a qui ont des doutes. Moi, aujourd'hui, par rapport aux informations que je recueille sur le terrain, je ne saurais pas le dire. Je vais citer Fabrice Bonifay, donc, qui est le directeur du développement durable du groupe Bouygues, qui a été à l'initiative du financement du projet Shift de Jean-Marc Jancovici, c'est un des premiers financeurs. Bouygues est un des premiers financeurs du projet Shift, du Shift Project. Et il cite Margaret Mead, une anthropologue, qui dit « Ne doutons jamais qu'un petit nombre d'individus conscients et engagés puissent changer le monde. C'est même de cette façon que cela s'est toujours produit. » Et alors lui, il essaye de pousser. Il a eu son épiphanie en regardant le film d'Al Gore en 2006, Une vérité qui dérange. Et puis il s'engage. Et il s'engage surtout sur un sujet, et c'est peut-être sur ce thème-là qu'on peut continuer à finir l'entretien, sur le sujet du récit, sur le sujet de la transmission. Et il dit « Nous n'avons pas encore exploité le formidable pouvoir du récit. » Comment est-ce qu'en tant que dirigeant, on peut s'approprier ce pouvoir pour accompagner les transformations de nos organisations? Alors vous avez raison, et puis Fabrice a raison, c'est comment on va changer de récit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, je vais dire un mot qui est embourbé, dans un récit qui est toujours plus d'avoir, toujours plus de consommation, etc. Un récit qui fait plus vibrer une masse de gens, on va dire. Ça fait vibrer encore beaucoup de gens, mais il y a un noyau là qui n'a plus envie de vibrer aux sirènes de la consommation et donc qui cherche un nouveau récit. Et
Thomas Uriès aussi le dit merveilleusement bien, je crois qu'on n'a pas encore trouvé les mots pour ce nouveau récit. Et je crois que c'est fondamental. C'est-à-dire que l'être humain vibre avec son imaginaire, avec ses sensations. Et effectivement, Fabrice, quand il le dit, on n'a pas encore trouvé le récit qui va être en adéquation. On parle, quand on essaie de faire un récit, on parle de décroissance. Il y a d'autres mots comme ça. Et ça Frédéric Lellouche, elle dit, je préfère au mot décroissance, c'est réenchanter un monde de sobriété. Oui, c'est mieux. C'est plus positif. C'est plus positif. C'est plus positif parce que là, si on regarde bien, et Thomas le dit bien, on prend des mots qui sont croissance, donc on dit décroissance. Hein. Donc on prend déjà... des concepts existants et on s'accroche à l'existant pour essayer de définir le futur. C'est ça, exactement. Et donc on prend des mots en mettant des petits suffixes pour dire, bon, ça va être différent. Mais non. Et globalement, là, pour la troisième étude et le départ du troisième livre, c'est vraiment un changement cognitif. Et très franchement, un changement cognitif, ça demande vraiment comment je désapprends ce que je sais pour apprendre différemment des choses qui sont aujourd'hui là, mais dont je ne me sers pas. Et ça, franchement, je pense que c'est un grand bouleversement. Un grand merci, Marie-Christine Villagordo, La métamorphose humaniste en marche, une série d'entretiens absolument passionnants. On en a abordé quelques-uns, mais il y en a de nombreux, 14 en tout. Voilà, nous sommes maintenant tous potentiellement des managers et des dirigeants génératifs. Avec plaisir. Pour faire émerger ce nouveau monde. Et grâce à vous, on a ces nouvelles fenêtres qui s'ouvrent, ces fenêtres d'exemples, ces fenêtres de témoignages de personnes qui ont sur le terrain réussi à transformer leurs organisations. Un immense merci pour votre présence avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Si cet échange vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à en parler autour de vous. Ça nous permet d'avoir des invités toujours plus passionnants et des débats toujours plus riches pour nourrir cette discussion autour du management humaniste. Un immense merci, Marie-Christine. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.